J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis en compagnie de Juliette. Hey, que vous ne voyez pas mais que vous entendez. Parce qu'aujourd'hui on a décidé de faire une vidéo à deux pour vous expliquer un peu comment se sont passées nos études de droit, pour vous dire un peu tout ce qui se cache derrière l'organisation et pour répondre à quelques-unes de vos questions. Donc je trouvais ça intéressant d'avoir un autre avis avec moi, et avec Juliette j'ai fait toutes mes études de droit, donc c'est trop cool de pouvoir vous en parler. On va commencer déjà par aborder un premier thème, on va dire, thème d'organisation et de révision pendant la licence et le master. Voilà. Et ensuite on abordera plusieurs thèmes comme le CRFPA, les stages, les alternances, etc. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner juste ici pour que ma vidéo apparaisse sur la page d'accueil d'autres camarades comme vous qui souhaitaient avoir des informations sur les études de droit, et puis à lâcher un petit like. Bon, on va commencer par tout ce qui est organisation, révision, travail pendant nos 5 années de droit. Donc on va passer assez rapidement dessus parce que j'avais déjà fait d'autres vidéos que je vous mets en i sur les études de droit où je vous explique vraiment tout mon parcours, tout ce qu'il y a à savoir. Donc on va passer assez rapidement. Est-ce que pendant nos études de droit, on a beaucoup travaillé? Ouais, je pense que c'est une question que tout le monde peut se poser. Ouais, mais tu sais que d'ailleurs, entre aucun rapport, enfin aucun rapport si, mais j'ai écouté un podcast et la meuf disait qu'elle travaillait énormément, genre tous les soirs elle travaillait plus le week-end, et je me suis rendu compte que nous on n'a pas du tout fait ça, tu vois. Ah non. En fait je pense que ça dépend de, pas des compétences de chacun, mais ça dépend de déjà ton habitude de travailler. Ouais, je pense. Parce qu'on n'a jamais été, enfin déjà au lycée et tout on t'a fait pas. Ouais. Et en fait je trouve que la fac justement c'est là où on a découvert un peu les révisions, les vraies révisions. Ouais. Donc on s'est pas plongé dedans direct à travailler tous les jours, tous les week-ends. Non. En fait je pense qu'on faisait surtout, enfin c'est nul de dire ça, mais surtout en L1 on faisait un peu le minimum syndical, tu vois. Ouais. Genre les TD on les préparait mais un peu à la dernière minute. On travaillait pas les partiels 3 mois à l'avance. Non, c'est vrai qu'en termes d'organisation on n'est pas réellement des modèles, dans le sens où vraiment quand on regarde un peu en arrière, les seuls souvenirs qu'on a c'est vraiment le fait de s'activer un peu à la dernière minute. Ouais, être en panique et tout. Mais après ce qui est bien c'est que du coup on sait ce qu'il faut pas faire, quoi. Ouais. Bah, on sait déjà que c'est possible aussi de réussir, même si on n'est pas une personne hyper organisée qui prépare pas les révisions à l'avance. Mais on sait aussi ce qui est mieux à faire, parce que c'était pas marrant aussi de se retrouver 3 jours avant un oral à redécouvrir tout le cours. Ouais, surtout les oraux, t'es en panique, quoi. Non, c'est sûr, du coup il faut préparer un minimum à l'avance. Mais après je trouve que c'est pas nécessaire, en tout cas au tout début de la L1, de commencer à travailler tous les jours, tous les week-ends, non, tu vois. Non, pas tous les jours, mais genre par exemple quand vous avez un... Moi je trouve que c'est ce qui aurait été bien, c'est de reprendre chaque cours magistral et de commencer à afficher en fait au fur et à mesure, et pas tout laisser à la dernière minute à te retrouver avec 5 matières affichées. Exactement, ou alors retravailler tes cours pour pas qu'ils soient, parce que c'est vrai que quand tu tapes tes cours pendant le cours magistral, tu les... Exactement. Le prof parle hyper vite. Il parle hyper vite et du coup tes cours sont hyper... il y a plein de ratures, quoi. Mais au moins les mettre au propre un peu les mettre en forme, c'est vrai. Ça c'est vraiment le truc qu'on voulait faire tout le temps, tu te rappelles? On se disait, ok, ce semestre là, on va remettre nos cours en forme au jour le jour, et on le faisait pas, mais c'est vraiment un truc qui je pense ça nous aurait trop aidé. Ça nous aurait trop aidé parce qu'à la fin du semestre t'arrives avec des cours qui sont propres, donc t'as juste... et en plus si t'as besoin de fiches, et que si tu commences à ficher déjà en amont, bah tu te retrouves avec tout qui est prêt. Il y a juste à apprendre. Alors que nous, je me souviens, quand on voulait réviser les partiels, on faisait un premier tour en essayant de remettre au propre nos cours, et un deuxième truc en essayant de réviser. Donc ça nous faisait 2 fois plus de taf. Ouais, en fait on condensait un petit peu plus. Après chacun a sa manière de taffer, mais c'est vrai que c'est moins stressant de s'y prendre en avance et de commencer à mettre au propre et afficher. Donc premier conseil déjà, s'organiser sur ça. Ouais, exactement. Et sur les TD, est-ce que tu avais des conseils un peu sur les TD, pareil, pas les faire à la dernière minute, parce qu'en fait du coup il y a des TD toutes les semaines. On en avait quoi, genre 3 fois par semaine, un truc comme ça. Et je me souviens que nous on le faisait souvent pas forcément la veille, mais tu vois le week-end, fin de week-end, etc. Ce qui est bien, je pense, c'est vraiment de se caler genre par jour, peut-être 1 heure, tu vois, soit tu revois tes cours magistraux, soit tu vois tes TD, mais au moins tu peux avancer petit à petit. Alors que tu mets pas tout d'un coup le dimanche soir. Il faut espacer un peu le travail, quoi. Vaut mieux taffer 1 heure tous les jours. Et après, bon, vas-y, si t'es pas d'état à faire ça tous les jours, mais au moins tous les 2 jours, un truc comme ça, à caler une petite heure ou 2 de révision.
Et ensuite, pour pouvoir ne pas tout laisser à la dernière minute. Ouais, en plus, si tu taffes 1 heure tous les 2 jours, t'as presque plus rien à faire. Non, t'as rien, ouais. Parce que bon, le taf qu'on avait en licence master, c'était quoi les TD, c'est lire des arrêts, parfois faire des fiches d'arrêt, des commentaires, ouais. Oui, donc ouais, ça nécessite quand même du travail. Ouais, ça nécessite du travail, mais c'est pas impossible. Et comme ça, tu peux te laisser du temps pour toi le week-end, quoi. Ça permet aussi de gagner des points sur les notes que tu tapes en TD, parce que c'est bien d'avoir une note qui permet de t'aider avec les travails à rendre que compter que sur les notes de partiel qui peuvent être parfois un peu plus sévères et plus compliquées. Ouais, tu sais que tu compenses. Ouais, c'est vrai que c'est bien de miser sur les TD, parce que ça peut être des notes faciles entre guillemets, après ça dépend des profs, mais généralement... Ouais. Tu te rappelles quand on avait 0? Ouais, on s'est tapé un petit 0. Je sais pas si toi tu l'avais eu aussi, on l'avait eu tous, ouais. Toutes les 3, non? Ouais, avec Nathalie, si tu passes par là, évitez de vous prendre des 0 en TD, quoi, ça peut... Dégoûter. Ouais, non, mais il y a moyen d'avoir des bonnes notes, sinon, de manière générale, en TD. En licence en général, tout ce que tu as à apprendre, c'est limite du recrachage de cours, c'est du par cœur. On n'en est pas encore à faire des cas pratiques, donc ça veut dire que si tu apprends ton cours, tu es sûr d'avoir une bonne note en fait. Donc vaut mieux que tu t'y prennes en avance pour pas te bourrer le crâne à la dernière minute et ressortir ce que tu as appris que galérer à la dernière minute. Mais sinon aussi ce qui est bien, c'est apprendre le plan. Je trouve que c'est ce qui sauve de ouf. Quand tu connais rien, au moins si tu apprends le plan, tu sauras toujours ressortir quelque chose dans une partie de ton plan. C'est ça. Parce que si on te pose pas une question, tu vas pas savoir ce que tu sais. Si c'est une dissertation, tu vas pas te dire tiens je vais ressortir ça. Alors que si tu apprends le plan, tu sais quelle partie il faut ressortir. Donc apprenez les plans les gars, ne délaissez jamais le plan. Bon, on passe maintenant au deuxième thème qui va être sélection master ou stage alternance. On commence par quoi? Sélection. Ouais. Bon, on tient quand même à préciser que nous, vu qu'on est un peu des anciennes, la sélection qu'on avait était en master 2, donc c'était légèrement différent de ce qui se passe maintenant. Et je trouve que ce qu'il y a maintenant c'est horrible parce que du coup, si t'es pas sélectionné pour ton master 1, ça veut dire que tu t'arrêtes avec un bac plus 3. Enfin, bah ouais, je trouve ça bizarre. C'est ouf. Qu'est-ce qui compte déjà pour une sélection? Je pense que ce qui compte, ça va être les notes. Les notes. C'est les notes. Hein. Les expériences aussi, je pense que ça peut venir relever un peu. Parce que je crois que tu mets dans ton dossier dans ton dossier de master, tu mets les expériences et tout, les stages que tu as pu faire. Donc si vous avez un dossier qui est pas très ouf niveau notes, si vous avez des expériences à côté, il faut vraiment les valoriser. Surtout qu'en plus, il y en a pas beaucoup qui font des stages de la L1 à la L3. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt rare, parce que c'est pas obligatoire en même temps. Bah oui, c'est beaucoup d'administratifs en vrai les candidats. Ah mais c'était, franchement pour ceux qui passent par là, en ce moment là c'est horrible. Ouais, en fait, il faut vraiment se renseigner sur les documents à donner pour pas avoir un document qui manque à la dernière minute, parce que généralement, quand tu demandes des documents, t'en as pour au moins 3 semaines avant de les avoir, genre le diplôme ou des trucs comme ça. Tu vois. Ouais, mais surtout élargissez aussi les masters, parce que vous serez pas forcément pris dans les masters que vous voulez, donc il faut vraiment candidater dans le plus de masters pour avoir un plan B, c'est vrai. De base, je pensais atterrir à Dijon, non? Non, c'était pas Poitiers. Ah, c'était Poitiers. Les gars, j'allais atterrir à Poitiers. Mais oui, parce que c'était le premier truc que t'as eu en favorable, Mais en fait, il faut aussi surtout forcer et relancer. La Rochelle, toi? Ouais, c'était La Rochelle. Non, mais et au final, on a réussi à avoir des masters en région parisienne, mais je pense qu'il faut forcer, il faut relancer les directeurs de master. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont. Enfin, les meilleurs dossiers vont peut-être se désister pour aller ailleurs. Donc, n'hésitez pas à relancer. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a un avocat, Rémi Dandan, si tu passes par là, je sais qu'il fait. Il s'est spécialisé, c'est un avocat maintenant qui s'est spécialisé dans tout ce qui était contentieux de master, refus d'admission, etc. N'hésitez pas à aller voir son compte ou aller le suivre. Je vous mets son compte juste ici si vous avez besoin, si vous êtes dans cette situation-là. On a peut-être une chance d'avoir au final quelque chose si on fait les bonnes réclamations, les bonnes procédures, parce qu'il y a des procédures qui sont mises en place. Seul conseil qu'on peut vous donner, c'est de bien travailler votre dossier avant, forcément essayer d'avoir les meilleures notes, mais bon ça c'est quelque chose qu'on essaie de faire déjà en amont sans la sélection. Et en plus de ça, de forcer et d'élargir vos demandes de master pour pas vous retrouver avec un master à l'autre bout de la France ou 0. Autre sujet, on va parler des stages. Bon, déjà première chose qu'on a à dire, c'est forcément favoriser les stages, et ça je le dis dans toutes mes vidéos, essayer d'effectuer des stages le plus tôt possible pour découvrir la profession, pour découvrir toutes les professions qui existent dans le domaine du droit. Il n'y a pas juste le métier d'avocat, et ça on le sait généralement trop tard à chaque fois. En master 1, on se disait non mais avocat on sait pas trop, on sait pas ce que c'est, etc. Parce qu'en fait on n'avait pas fait de stage
avant. Et ce qui est normal en soi, parce qu'on n'a pas forcément le temps, surtout pour ceux qui taffent à côté et tout, c'est difficile. Hein. Bah c'est ça, c'est que nous encore, on n'avait pas, enfin on taffait, mais on taffait plutôt l'été. On n'avait pas cette nécessité de taffer à côté des cours. Quand tu taffes à côté des cours, à quel moment tu peux faire un stage. Et si vous n'avez pas le temps pendant l'année scolaire, essayez au max de le faire l'été en fait. Ouais, bah nos premiers stages c'était l'été. Ouais, moi c'était à la fin. En fait, c'était à la fin de la L3, mais j'avais fait 3 semaines. Mais même 3 semaines, c'est rien, mais ça te permet quand même de voir. Hein. Oui, mais surtout, même si vous n'êtes pas payé, parce que c'est vrai que quand vous êtes en L1, L2, bon bah vous n'avez pas assez d'expérience pour subvenir vraiment aux besoins d'un cabinet. Mais en soi, si vous faites des stages découvertes, bah c'est déjà bien, vous faites quelques semaines. C'est vrai que privilégier les masters, enfin regarder les modalités de chaque master, qu'est-ce qu'ils proposent, est-ce qu'ils proposent un mémoire, est-ce qu'ils proposent un stage et un mémoire, moi c'est ce que j'avais en M2, ou est-ce qu'ils proposent une alternance, ça aussi c'est bien, toi t'avais fait une alternance. Ouais, une alternance c'est vraiment et je trouve que ça aide vraiment pour le CV après, pour les postes. Vraiment, parce que là par exemple quand j'ai candidaté pour les collabs, ils m'ont parlé de l'alternance en disant que c'était un truc que je pouvais revendiquer pour négocier le salaire, tu vois. Ouais, c'est génial, mais en même temps, c'est un an d'expérience. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut parler, qu'est-ce qu'en gros il faudrait regarder pour éviter de tomber dans une mauvaise expérience de stage? Je vais te dire, ça on le savait. C'est vrai que c'est compliqué. Toi, il y a un truc que tu fais et c'est un super bon conseil, c'est parler aux anciens stagiaires. Ah oui, c'est vrai, bon, ça ne va pas empêcher de tomber sur des expériences qui n'étaient pas très fun, mais oui, c'est vrai que c'est un truc que je faisais assez souvent, c'est d'aller parler avec les anciens stagiaires des cabinets où je candidatais pour essayer de voir un petit peu l'ambiance, de voir, de découvrir un peu comment ça se passait, les missions, la gratification aussi. C'est quand même important d'avoir toutes ces infos avant d'accepter une offre de stage, donc n'hésitez pas à vous renseigner, tapez le nom du cabinet sur LinkedIn, regardez qui est passé par là avant et allez leur parler. Généralement ils répondent toujours aux questions. Et généralement ils vont pas vous mentir, enfin si ça s'est mal passé, ils vous le disent, vouloir la jouer solidaire quoi. Après, est-ce que toi tu conseillerais de faire un stage dans un gros cab? Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Déjà, si vous voulez être généraliste, c'est pas possible. Les gros cabs ils font pas, vous êtes dans une spécialité, dans un département, vous pouvez pas faire plusieurs choses. Si par exemple vous êtes en L3 ou en Master 1, c'est quand même bien de privilégier les petits cabinets parce que vous voyez vraiment le fonctionnement du métier. Tous les aspects, même les trucs administratifs que l'avocat quand il est à son compte il doit se taper, vous le voyez, et généralement il faut quand même plusieurs matières et c'est quand même intéressant de pouvoir, justement on va en parler après je crois, pour choisir sa spé, tu vois, savoir ce qui vous plaît le plus, etc. Après je trouve que quand même faire un truc dans un gros cap ça peut être hyper intéressant aussi, dans le sens où ça peut être hyper formateur. Peut-être un peu plus tard, tu vois, peut-être un peu plus tard, à partir du master 1 jusqu'au moment où vous passez le CRFPA, où vous avez des stages obligatoires, je pense que c'est bien de taper dans des gros caps à ce moment-là, pour voir déjà, avoir la curiosité de se dire j'aimerais bien voir le fonctionnement d'un gros cap, et surtout avoir ça dans le CV, parce que forcément quand vous avez cette ligne dans le CV, ça aide. Vous êtes sûr d'avoir une collab de qualité. Et puis au moins quand c'est un stage, vous pouvez vous dire si j'ai vraiment détesté parce que c'était des horaires qui étaient beaucoup trop lourds, etc. Au moins vous le savez que plus tard, vous n'allez pas candidater là-bas, et puis voilà. C'est une question que vous s'était posée. Est-ce qu'on souffre pendant 6 mois et on se dit au moins c'est que 6 mois et c'est pas très grave, ou est-ce qu'on attend plus tard? Mais en réalité oui, il vaut mieux souffrir pendant 6 mois et voir si ça convient ou pas d'être dans un gros cab que de ne pas savoir en fait. Qu'est-ce qu'il y a à dire encore sur les stages? Écoute, si vous êtes dans une situation, parce que ça aussi ça me tient quand même à cœur, si vous êtes dans une situation où vous subissez des choses qui ne sont pas normales, parce que j'en vois beaucoup qui se disent parce que nous on a des stages qui sont obligatoires quand on est en école d'avocat, si on laisse tomber entre guillemets ces stages là, ça met en péril un peu notre formation parce qu'on n'est pas sûr de retrouver un autre stage par la suite, c'est plus galère parce qu'il faut rechercher, etc. N'hésitez pas à en parler, à ne pas rester enfermé dans ce mal-être un peu de mauvaise expérience. Si vraiment vous subissez des choses qui ne sont pas normales, il faut en parler. Au bout d'un moment, les écoles aussi sont là pour ça. Faut en parler en fait, côté école surtout, parce que c'est vrai que si... Ou fac, on parle aussi. Côté école, fac, parce que si t'es face à ton manager et c'est ton manager qui est pas correct, c'est difficile dans un premier temps de lui en parler. Oui, c'est sûr. Parlez-en autour de vous, parlez-en avec les personnes qui sont habilitées pour faire changer les choses. Maintenant, on va parler de la spécialité.
Bon, spécialité. Comment savoir si je me spécialise dans telle matière, en droit des affaires, en droit social, en droit pénal. Je sais que c'est un questionnement qu'on peut avoir et on peut hésiter longuement parce que nous-mêmes on n'a jamais été trop décidés sur ce qu'on voulait faire. Mais même aujourd'hui on n'a jamais été, pas hyper sûr, on sait déjà qu'on veut être là-dedans, mais par exemple quel métier est forcément exercé, quelle spécialité, quelle structure, etc. Je trouve que c'est dur de choisir. C'est très très dur. Comment savoir quel spé tu veux faire? Déjà les stages, mais ça on en a déjà parlé. Ouais, les stages et puis les matières auxquelles vous aimez assister, je pense que c'est ce qui va vous donner un peu le déclic. Mais tu vois, ça aussi encore une fois, par exemple moi je kiffais le droit pénal. Forcément tout le monde aime bien aller en cours de droit pénal parce que c'est des choses qui sont plutôt intéressantes. On est sur des choses concrètes, toujours, c'est toujours curieux et c'est toujours bien d'assister à des cours de droit pénal. Mais je sais que je ne pourrais pas exercer là-dedans. En soi il n'y a pas que ça, tu vois. Il y a pas se poser la question un peu plus loin, Ouais, est-ce que tu te vois exercer et faire ça pendant tous les jours c'est ça. Moi du coup c'était plus en cours, hein. J'étais en cours de droit du travail, je me souviens. Et j'étais tout le temps toute seule, tu me lâchais tout le temps là-dessus. C'est vrai que moi, du droit du travail, j'ai jamais été très... En fait, moi j'étais plus dans le droit de la protection sociale, ça je kiffais. Mais oui, c'est vrai. Mais par contre, le droit du travail, je venais jamais en cours. Mais je me souviens que du coup, c'était en cours où je m'étais dit que c'était hyper intéressant et tout. Et au final, j'ai quand même pas fait mon master en droit du travail et j'aurais dû. Mais en fait, j'ai eu trop peur de me spécialiser, quoi. Je me suis dit, si tu veux un master en droit social et que c'est pas vraiment ce que tu veux faire, ça va être hyper dur de changer. Alors que, au final, là, je suis allée en master en droit des affaires. Après, j'ai voulu aller en master de droit social. C'était tout est compliqué de changer en fait. Donc en gros, si vous avez une sensibilité sur une matière, n'ayez pas peur de vous y enfermer. De toute façon, si vous faites des expériences de stage après à côté qui touchent peut-être une autre matière, ça peut être intéressant de le mettre en avant. Ou sinon, choisissez vraiment un master s'il y en a un qui est vraiment généraliste, genre droit privé, c'est quand même généraliste, non? Après, droit privé c'est le truc le plus général. C'est hyper intéressant de faire ça, surtout si vous voulez passer le barreau. Par contre, moi le conseil que je pourrais donner, c'est si vous n'êtes pas sûr de vouloir être avocat, mais que vous pensez aussi au métier de juriste en entreprise, le Master 2 et le Master 1, Master 2 droit privé, c'est pas top parce que en entreprise, ils aiment bien quand même que vous ayez une spécialisation. Ils veulent des masters spécialisés. En fait, sur le coup, quand on doit choisir, on a trop l'impression que ça va changer toute notre vie, quoi. Tu sais, tu te dis, non mais je vais arriver en Master 1, ça y est, j'ai choisi ma spé, c'est pour toute la vie, alors que pas du tout. Ok, bon maintenant on va aller dans le lourd. On va aller parler du CRFPA. Pour le CRFPA, j'avais reçu quelques questions. D'ailleurs, j'ai oublié de répondre aux questions. Ah merde, les autres. J'hésite à passer le CRFPA après un M2 droit des affaires. Que me conseilles-tu? J'ai l'impression de ne pas maîtriser les méthodologies, etc. Sachant que je ne veux pas forcément plaider. Est-ce que le CRFPA est-il vraiment nécessaire? Moi je dirais ça dépend du métier que tu veux faire parce que même en étant avocat, il y en a beaucoup qui plaident pas. Mais c'est pas les mêmes missions que celles du jury d'entreprise par exemple, quoi. En fait, il faut vraiment vous renseigner sur ce que vous voulez faire plus tard parce que plus on pose cette question, plus on galère, je trouve, à prendre des décisions dans le parcours. Donc déjà, faites-vous une petite étude pour savoir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez être avocat? Forcément. Renseignez-vous sur le statut d'avocat parce que c'est important de savoir que que le statut d'avocat n'est pas forcément le plus simple. Tous les aspects du métier d'avocat, avocat conseil, avocat contentieux, si vous voulez plaider ou pas plaider, parce que c'est possible d'être avocat sans plaider. Si vous avez envie forcément de devenir avocat, dans ces cas-là, passez le CRFPA. Enfin, si vous voulez avoir peut-être un plus sur votre CV. Oui, c'est un plus d'avoir le CAPA. Après, ça dépend aussi si vous êtes prêt à prolonger vos études d'un an et demi de plus pendant l'école, parce que c'est 1 an et demi pendant lesquels c'est 7 ans d'études quoi au final. Et puis l'école, voilà, c'est des salaires de stagiaires. Parce qu'en gros, il faut expliquer, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais vous pouvez passer le CRFPA. Une fois que vous l'avez obtenu, donc déjà il faut réussir à l'obtenir, parce que c'est quand même c'est pas facile, hein. Pas facile à obtenir. Vous entrez à l'école d'avocat qui est une formation qui dure grosso modo 2 ans. 1 an et demi à 2 ans. C'est 1 an et demi, mais après c'est vrai que ça met 2 ans vu qu'on a les derniers examens. On va englober autour de 2 ans. Après c'est plus 1 an et demi, mais bon, on se comprend. Donc oui, ça rajoute un plus si vous voulez, admettons en entreprise, taper dans les postes de directeur juridique. Et on va vous demander des expériences en tant qu'avocat pendant telle année, ou alors on va vous demander d'avoir le CAPA, donc tel diplôme, donc le diplôme d'avocat. Donc si vous voulez avoir un poste à responsabilité dans une entreprise, dans une organisation,
faites-le. Oui, ou même une meilleure rémunération dès les premières années, parce que après c'est pas dans toutes les entreprises. Je suis même pas sûre que tu sois mieux rémunérée. Si je pense que tu le mets en avant. Ouais, ça dépend. Il y a des entreprises qui prévoient une meilleure rémunération pour ceux qui ont le CAPA ou qui ont exercé plusieurs années en tant qu'avocat, ça c'est sûr. Mais voilà, est-ce que vous voulez vous infliger tout ça si au final vous voulez pas être avocat? Ouais. Parce que c'est quand même, voilà, le CRFPA c'est le barreau, c'est pas quelque chose qui est facile comme ça à avoir. Donc il y a de la préparation, il y a de l'argent en jeu si vous prenez une prépa, c'est pas anodin quoi. Voilà, par contre si vous n'êtes pas sûr et que vous hésitez, moi je conseille de le passer quand même. Oui. Parce que si t'es pas sûr, au moins t'as le choix. Après. Oui, t'as le choix, et puis avec les stages, tu peux aussi te faire une idée de ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Ok, bon, on espère avoir répondu à ta question. Bah non, mais du coup, c'était quoi déjà ça? Bah, c'était ça, c'était en gros. Attends, on a ah oui, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bah oui et non. Oui, il faut qu'il. Ça dépend de ce que tu veux faire. Voilà. Non, mais c'est vrai, la méthode, t'as tout le temps d'apprendre. Bah ouais, non, on s'en fout pas du tout, hein, je dis, mais nous on connaissait pas non plus. Non, on connaissait rien, oui. Avant de commencer à réviser, donc y a pas de souci là-dessus. Ok, next question. Alors j'aimerais bien savoir ce qui fait la différence entre les étudiants pour être susceptibles d'être pris en master, s'il te plaît. Bon, ça on y a déjà un peu répondu, ça faisait partie de la sélection. Et ensuite, des conseils pour se concentrer. Ah bah moi je dirais ne pas rester chez soi quoi. Ouais. Non, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Moi je suis plutôt très casanière, donc j'aime bien réviser chez moi avec mon petit bureau et tout, être au calme. Quand je suis chez moi, j'arrive pas du tout à me concentrer. Bah, je pense que c'est le cas, ouais. Donc sortir, si tu vas au café, à la bibliothèque, tu sois plus calme, vraiment faut se forcer parce que c'est chiant, souvent on a la flemme. Hein. Bah moi j'y arrivais que quand j'étais avec toi. Ouais, genre aller à la bibliothèque travailler avec des copines, franchement c'est... Mais des copines qui sont sérieuses, si vous y allez juste pour vous taper des barres. Nous ça nous est arrivé, mais quand on était à la fac, pas quand on révisait le CRFPA. Non, bah oui, mais parfois on tapait un peu, on se tapait des barres parce qu'on était fatigués, mais en vrai on bossait. Ouais. Non, franchement on s'est bien trouvé parce que on est grave copines, mais en même temps on tape trop bien ensemble. Et tu te rappelles, à un moment on avait passé un oral, mais c'était en master je crois, et on avait tapé vraiment nos meilleures révisions dans le couloir juste avant. Ah ouais. Et on avait mais une note. J'avais eu 16, t'avais 17 meuf. Je me rappellerai toujours de cette oral. Ce qui est bien à retenir, c'est qu'on se parlait souvent des matières, genre on se disait bien maintenant on en parle, et en fait on se faisait des vocaux, on se posait plein de questions, on parlait des parties du cours, et en fait juste le fait d'en parler entre nous avec nos mots, parce que ça rentrait. Et c'est ce qu'on avait fait dans le couloir avant de passer à l'oral. On lisait une partie, on en parlait vite fait, genre vraiment 2 minutes. Et je me rappelle, j'étais tombée sur ça, genre. Après, je sais pas si c'était ça vraiment sa question, si de manière générale elle arrive pas à se concentrer. Non, mais au bout d'un moment, faut rentrer dans le truc, parce que si tu passes toute ta journée avec tes cahiers autour de toi et tu fais autre chose à côté, bah en fait, tu perds ta journée à rien foutre. Si tu dis, vas-y, maintenant je me déterre, et même si tu taffes que 3 heures, ben au moins t'auras taffé pendant 3 heures. Franchement, quand t'es stressé, tu sais qu'il faut absolument réviser, tu vas le faire. Genre, tu vas te déterrer, tu vas rentrer dedans. Ce qui est plus compliqué, c'est quand t'as vraiment du temps et que tu dis vas-y, tranquille, j'ai le temps. Non, essaie de te fixer des limites, rentre dans le taf et rentre une bonne fois pour toutes, fais-le et c'est fini quoi. Même quand l'examen en soi n'est pas 2 jours après, mets-toi des limites de temps comme si t'étais pressé. Voilà, c'est ça. Comme ça, t'es sûr que tu vas réussir à te concentrer. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter pour le CRFPA? Bon, en soi, il y a tellement de choses à dire et je pense que... Et t'as déjà fait des vidéos dessus? J'ai déjà fait des vidéos dessus. N'hésitez pas à revoir mes vidéos parce que vraiment, je crois que je dis tout dessus. Ouais, parce que j'allais parler, tu sais, des méthodes de travail, genre il faut pas ficher, mais vraiment faire pratique. Mais ça, tu l'as déjà dit. Ouais, ça, je l'avais dit. Maintenant, si vous voulez qu'on sorte une édition en 2022 de la vidéo sur le CRFPA, parce que je l'avais faite il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans. Bah on pourra le refaire, n'est-ce pas Mettez plein de j'aime, de commentaires si vous voulez que Juliette vienne à côté de moi. Non mais en soi je trouve qu'elle est de bons conseils et quand on discute comme ça il y a des idées qu'elle a, que j'ai pas forcément, etc. Donc c'est pour ça que c'est cool de faire ce genre de vidéo. Non, c'est vrai. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'on a pu vous aider avec nos explications, nos petites anecdotes, etc. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions à venir me poser, toutes les questions sur Insta. Et puis on fera sûrement une partie 2, une autre vidéo. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Mettez des pouces bleus. Yes, éclatez la barre des likes comme ça. Comme je vous ai dit, cette vidéo apparaîtra sur la page d'accueil d'autres camarades qui seront en galère comme vous. Sinon, petite conclusion, il ne faut pas être surhumain pour pouvoir réussir ses études de droit. Si nous on a réussi, tout le monde peut réussir. Donc juste déterrez-vous, juste bossez. Entourez-vous de bonnes personnes. C'est sûr qu'il faut travailler, mais c'est pas totalement impossible, c'est possible. Totalement faisable, carrément. Voilà. Même à la dernière minute et même pour le CRFPA si vous révisez que les 2 mois d'été. Ouais, c'est ça. Beaucoup de gens qui me posent aussi des questions.
En 2 mois c'est faisable le CRFPA, donc ne vous inquiétez pas, juste donnez tout, lâchez pas. Et voilà, on vous donne plein de force. Bon Puis courage. bon courage à tous et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Ciao.